Je vais vous parler du syndrome d'Alan-Dudley. C'est très compliqué à dire, donc on va parler surtout en raccourci d'anomalie de MCT8. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie que peu d'entre nous connaissent? C'est un retard très sévère du neurodéveloppement, qui est une maladie liée à l'X, avec une atteinte principalement neuromusculaire, essentiellement une hypotonie, un déficit intellectuel et une hypotrophie. C'est une maladie qui est très connue de nos confrères neuropédiatres, qui a été décrite depuis plus de 80 ans, mais dont on connaît le mécanisme uniquement depuis 2003, puisqu'on a identifié que cette maladie était en lien avec des anomalies du gène qui code pour MCT8, gène qui se trouve sur le chromosome X. Cette maladie est extrêmement rare, elle touche approximativement, c'est l'évaluation à l'heure actuelle de son incidence, un garçon sur 70 000. Qu'est-ce que c'est qu'MCT8? MCT8, c'est un transporteur membranaire spécifique des hormones thyroïdiennes et donc de T3 principalement. Ce transporteur, il est ubiquitaire dans l'organisme, mais sa particularité, c'est que chez l'homme, et uniquement chez l'homme, il n'a pas de substitut au niveau cérébral, contrairement par exemple à la souris, alors que dans le reste de l'organisme, il existe d'autres transporteurs membranaires aux hormones thyroïdiennes, et donc c'est ce qui va en faire toute la pathologie qu'on observe chez les enfants et chez l'homme. Jusqu'à récemment, il n'y avait que quelques cas cliniques publiés dans la littérature, quelques essais thérapeutiques qui avaient été réalisés principalement avec du Dipta, essais qui n'étaient pas vraiment probants. Et vous allez voir qu'il y a des données nouvelles donc, sur ces 5 dernières années. Donc vous voyez, par exemple, des enfants atteints de l'anomalie de MCT8, c'est un handicap très sévère avec une hypotonie majeure, mais une certaine conservation de la communication, en particulier de la communication non verbale, qui en fait toute sa caractéristique. Donc, qu'est-ce que c'est que la physiopathologie de cette maladie? Eh bien, vous avez en haut ce qui se passe dans le cerveau, en bas ce qui se passe sur le plan périphérique. Au niveau du cerveau, MCT8 ne marche pas et donc les hormones thyroïdiennes, en particulier T3, ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur des cellules cérébrales et ça donne un état en fait d'hypothyroïdie sur le plan central avec tout le cortège de symptomatologie neurologique. Par contre, sur le plan périphérique, il y a d'autres transporteurs qui vont permettre la pénétration intracellulaire des hormones thyroïdiennes et donc pas ce mécanisme d'hypothyroïdie, et bien au contraire, compte tenu du défaut de pénétration des hormones thyroïdiennes sur le plan cérébral et de la mise en route du feedback, eh bien, on va avoir un état d'hyperthyroïdie périphérique. Le tableau sur le plan biologique chez ces enfants, c'est qu'il se présente avec une T3 élevée, une T4 qui est basse et une TSH qui est normale ou subnormale, c'est-à-dire un tout petit peu au-dessus des normes des laboratoires. Depuis 2014, en fait, on a mis en place un travail collaboratif autour de cette maladie très rare qui nous a permis d'avancer de façon exceptionnelle jusqu'à maintenant. Ce travail collaboratif, c'est d'abord un travail avec les autres spécialités, avec les neuropédiatres chez qui on est allé chercher ces enfants, puisque si c'est une maladie, on va dire endocrinienne, en fait, ces enfants, ils sont chez nos confrères neuropédiatres et il faut aller les diagnostiquer et les prendre en charge. Et puis aussi, une collaboration internationale coordonnée par l'équipe de Rotterdam en Hollande et la mise en place en 2014 d'un premier essai clinique à grande échelle sur le plan international dont je vais vous dire un mot. Ce premier essai clinique a permis aussi la mise en place d'un registre de patients et grâce à ce registre de patients, une meilleure description phénotypique de cette pathologie et dont je vous dirai les éléments les plus importants. Et tout ça a abouti à la publication de référentiels. En France, la publication d'un PNDS auquel nous avons participé en 2020, puis une mise à jour de Gen Review, là aussi en 2020. Et puis l'espoir, c'est l'ouverture ces jours-ci d'un nouvel essai clinique auquel nous allons participer. Alors, le premier essai clinique, c'est quoi? Eh bien, c'est un essai clinique qui a été réalisé avec le Triac, certains connaissent sous le nom de TA3, parce que c'est un médicament qui était commercialisé jusqu'à l'année dernière en France. Le Triac, c'est un analogue spécifique de T3, mais qui a comme caractéristique de ne pas utiliser MCT8 pour passer la membrane.
et donc qui présente tout à fait un intérêt sur le plan physiologique dans le cadre de cette pathologie très spécifique. Il y a l'essai clinique qui a été réalisé, c'est un essai international, donc coordonné par l'équipe d'Edouard Visser en Hollande. C'est un essai de phase 2 qui a réuni 9 pays, principalement européens, mais aussi, par exemple, l'Afrique du Sud, dans lesquels on a donné du Triac à dose progressive et pendant une durée de 1 an. La collaboration internationale a permis de réunir 46 patients. Vous voyez que l'âge médian était de 7 ans, mais un quart des patients étaient des tout petits, qui avaient moins de 4 ans. L'objectif principal de l'essai était d'obtenir une normalisation sérique de la T3 qui traduisait la pénétration en fait, de la T3 au niveau cérébral et une correction du feedback. L'objectif secondaire était aussi d'avoir une petite idée sur l'effet de ce médicament sur les signes de thyrotoxicose périphérique que présentent les enfants et sur l'évolution neurologique, même si l'essai était assez court sur une période de 1 an. Donc cet essai a été publié en 2019 dans le Lancet. L'idée, c'est celle-ci, c'est puisque on n'utilise pas MCT8, eh bien, sur le plan cérébral, on va pouvoir faire rentrer la T3 dans la cellule et corriger l'hypothyroïdie centrale. Et en corrigeant l'hypothyroïdie centrale, on va faire baisser l'hyperthyroïdie périphérique et donc limiter les signes d'hyperthyroïdie périphérique qui sont empêchants chez ces enfants. Je vous ai réuni sur cette diapo ce qui me paraît le plus percutant des résultats de ce premier essai qui a duré 1 an. Donc, vous voyez en haut les taux d'hormones thyroïdiennes, puisque c'était l'objectif principal de l'essai. Donc, chez tous les patients, les taux de T3 durant la durée du traitement ont été normalisés. À droite, vous avez la T4 et la TSH. La T4 a continué de baisser durant la durée de l'essai et la TSH a globalement baissé, mais vous voyez que c'est assez difficile à interpréter puisqu'il y a des enfants qui ont des TSH normales même avant le début du traitement ou d'autres qui gardent des TSH subnormales même en cours de traitement. Les autres éléments intéressants durant l'essai, tous les enfants ou quasiment tous les enfants ont pris du poids pendant la période de l'essai. C'est des enfants qui sont très maigres généralement au début de l'essai. Je ne peux pas vous donner l'IMC parce que ces enfants étant handicapés, la taille n'est pas du tout fiable, les mesures ne sont pas fiables et donc l'IMC n'est pas fiable. L'impact sur le plan cardiovasculaire avec une baisse de la fréquence cardiaque chez les patients et une modification de la tension artérielle allant dans le sens de la normalisation de la tension artérielle chez ces patients qui, dans la grande majorité, sont hypertendus avant la mise en route du traitement. Et enfin, sur le plan neuromusculaire, c'est beaucoup plus difficile de donner sur cette période courte une réponse de l'impact de l'effet du Triac chez ces patients. Ce qui est intéressant de noter sur ce schéma, c'est que ce sont les patients les plus jeunes, c'est-à-dire avant l'âge de 3 ans, qui sont ceux qui ont montré des modifications des échelles de développement et des échelles neurocognitives. C'est ce qui va expliquer, vous allez voir, la décision qui a été prise pour le prochain essai clinique. Donc, de ce premier essai, qu'est-ce qu'il en est sorti? Il a été observé très peu d'effets secondaires et donc cet essai a pu être présenté et publié dans la littérature, ce qui a permis en 2017 une reconnaissance du Triac comme médicament orphelin par l'Agence européenne du médicament. Le rachat de ce médicament par une société qui s'occupe des maladies rares de la thyroïde et la relance de la chaîne de fabrication de ce médicament, un dépôt de demande d'AMM et puis il y a quelques semaines, nous avons obtenu pour ce nouveau médicament qui maintenant s'appelle l'Epcitat, mais qui est aussi toujours le Triac, nous venons d'obtenir une ATU en France pour les patients dans l'indication des anomalies de MCT8. Et puis, il y a 10 jours, ce médicament vient d'être autorisé par la FDA aux États-Unis. Les suites de cet essai, c'est aussi l'ouverture du registre international en coopération avec l'équipe de Rotterdam, une dynamique de collaboration qui nous a permis d'aboutir à cette deuxième publication l'année suivante qui décrit une très grosse cohorte, enfin très grosse dans le cas d'une maladie rare, une très grosse cohorte de patients puisqu'on a pu réunir de façon rétrospective 151 patients qui
présente une mutation du gène qui code pour MCT8. Cette collaboration a réuni, vous voyez bien, 22 pays et 47 centres. L'objectif de ce travail descriptif, c'était d'avoir une petite idée de la survie de ces patients et des causes des décès, en particulier des décès précoces, et puis d'essayer d'isoler des critères prédictifs du devenir de ces patients, d'écrire un peu mieux le phénotype clinique, le phénotype biologique et le phénotype IRM chez les enfants, avec toujours dans l'idée d'améliorer le diagnostic précoce de cette maladie qui est méconnue. Je vais essayer de vous isoler ce qui me paraît le plus percutant de ce travail et qui nous a apporté une aide, en particulier sur le diagnostic et l'information des familles. De ce travail, on a mis en évidence qu'il n'était pas possible en période néonatale de faire le diagnostic de cette maladie, puisqu'il n'y a aucun critère en période néonatale qui permet de discriminer ces enfants. L'âge moyen au diagnostic, en général, est retrouvé autour de 2 ans, en sachant que les premiers signes, quand on les recherche, sont apparus dès l'âge de 4 mois. Et les premiers signes chez ces enfants, c'est un retard de développement, une hypotonie, et une hypotonie principalement de l'axe, une hypotonie de la tête, des difficultés alimentaires et une mauvaise prise de poids. Sur ces 151 patients, 86 ont pu avoir une évaluation phénotypique de bonne qualité, vraiment structurée. On a permis de décrire sur cette cohorte 36 mutations qui n'avaient jamais encore été publiées par rapport sur le plan génétique. Donc sur le plan neurologique, ce qui nous semble important, c'est que tous les patients qui sont porteurs de cette maladie ont tous un retard intellectuel, de modéré à sévère, mais souvent assez sévère. Ils ont aussi tous un retard moteur et un retard de langage qui le plus souvent est sévère. Vous voyez que dans la cohorte, il n'y a que 8% des patients qui vont acquérir au cours de leur développement la station assise seule, et ceci uniquement dans les formes moins sévères. Aucun des enfants a acquis un langage structuré de bonne qualité. De façon plus imagée, sur le plan neurologique, vous avez à gauche les signes qui sont décrits et qu'on connaissait un petit peu parce que les seules publications qui existaient dans la littérature étaient des publications neurologiques. Donc, c'est chez 100% des patients une hypotonie, chez environ 80% des patients une spasticité qui apparaît avec le temps, avec une dystonie, et puis chez à peu près 30% des patients une épilepsie qui va apparaître sans facteur prédictif retrouvé par rapport à la gravité de la maladie. Et puis sur le plan IRM, chez 100% des patients, et ça on s'y attendait un peu, un retard à la myélinisation et des anomalies de la substance blanche en lien avec cette hypothyroïdie centrale. Sur le plan du développement moteur et des échelles qui ont pu être réalisées, une atteinte très sévère à droite en haut, des échelles motrices, des échelles intellectuelles, et par contre un étalement et une atteinte beaucoup moins importante que l'on attendait sur les capacités de communication et en particulier les capacités de compréhension du langage. Et c'est ce qui fait la particularité de cette maladie par rapport à d'autres maladies neurologiques. Sur le plan périphérique, et ça, ce sont des données nouvelles parce que ça n'avait jamais été décrit, les cohortes étant des cohortes neurologiques, nos confrères neuropédiatres ne s'étaient pas intéressés aux signes périphériques. Eh bien, ce sont essentiellement des signes d'hyperthyroïdie avec une déminéralisation osseuse, une très grande maigreur, une hypotonie et une hypotrophie musculaire, et puis beaucoup de signes de la lignée cardiovasculaire, en particulier de la tachycardie, une hypertension artérielle, des troubles de la repolarisation, des troubles du rythme cardiaque qui vraisemblablement sont les mécanismes, vous allez voir, des causes de décès chez ces patients. À droite, vous avez le profil des biologiques, mais que je vous ai déjà décrit avec des T3 élevés, des T4 plutôt basses et des TSH subnormales. Cette cohorte a permis de décrire un petit peu mieux l'histoire naturelle de la maladie qui était méconnue et la mortalité chez ces patients. Donc, dans la cohorte des 151 patients, 32 patients étaient décédés avec un âge médian précoce de 10 ans, principalement de complications respiratoires et dans la moitié des cas de mort subite. Et c'est là toute l'interrogation par rapport aux complications cardiaques de l'hyperthyroïdie non prises en charge.
La médiane de survie chez ces patients est 35 ans et on a pu isoler en faisant des courbes de Kaplan-Meier qu'il existe 2 facteurs de risque de décès précoce. C'est l'atteinte neurologique sévère avec l'absence de port de tête à l'âge de 18 mois et l'hypotrophie sévère dans les premières années de vie, d'où la nécessité d'intervenir très précocement chez ces patients. Donc, la suite de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est l'essai TRIAC 2 qui a été ouvert en cet automne, début d'hiver 2020. C'est un essai international multicentrique, toujours coordonné par l'équipe de Rotterdam. Nous ouvrons 2 centres en France, donc un à Toulouse et un à Necker, avec Tania Soupa et Michel Pollack. Les patients qui vont pouvoir bénéficier du traitement sont les patients qui sont confirmés génétiquement d'une mutation du gène de FCT8 et qui sont très jeunes, qui sont âgés de moins de 30 mois à l'inclusion. Ils sont traités pendant une période de 2 ans et la cible de cet essai, c'est d'essayer de documenter l'amélioration du développement neuro-intellectuel chez les très jeunes patients en mettant en place un traitement précocement. Vraisemblablement, nous pourrons inclure ces patients en France dès le début de l'année 2021. Voilà, j'ai terminé. C'était pour vous montrer tous ces progrès qui ont été faits depuis 5 ans dans le cadre de cette maladie et je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez.